au bord d'un boat sur le lac Tanganyika. Partons pour un voyage à la découverte de ce peuple situé sur la presqu'île de Bouari. À 15 km de la ville de Baraka, la presqu'île de Bouari se serait formée lors des manifestations tectoniques ayant affecté le système des rifts est-africains. Les géologues et les géophysiciens affirment présentement que la vitesse d'écartement de ces rifts dans la plaque africaine est de 1 cm par an. Nous voilà assommés. Il est 18h30, heure locale, dans le village royal du groupement d'Ubari. Ce peuple, très accueillant et ouvert à d'autres yeux, se mobilise les yeux braqués sur les lacs, dans l'attente de l'accostage d'un boat, soit des passagers ou des commerçants. Qui est ce peuple? Quand et comment ce peuple a-t-il pris pied au bord de la presqu'île d'Ubari? Comment vit-il? Toutes ces questions trouvent ici des réponses. Depuis longtemps, la population de Bouari vit de la pêche, du poisson et fréquente dans les lacs Tanganyika, mais aussi de l'agriculture qui est pratiquée pour l'autoconsommation et non pour les commerces. Ici chez nous, le travail qui nous aide de plus, je ne vais pas vous tromper, sur l'agriculture et la pêche. 2 travaux. Le groupement d'Ubari. Un milieu dont l'essentiel de la vie gravite autour de la pêche. Cette presqu'île a depuis longtemps impressionné de nombreux explorateurs voyageurs, découvreurs et chercheurs dans sa configuration physique. On observe ici des merveilleux paysages côtiers sur les bords du lac Tanganyika. Des très belles et puissantes montagnes comme Mwanzalulu et Mizimu. Des très belles formations géologiques qui donnent les goûts des chercheurs et des découvertes pour les géologues. Ici, non loin de la péninsule d'Ubari, appelée Rassi. On observe la géothermie qui se manifeste à la surface par un hydrothermalisme.
Ces eaux thermales d'environ 50 degrés Celsius de température réagissent ensemble avec les eaux du lac Tanganyika et font précipiter le chlorure de sodium observé sur ces roches. En cas de carence de ce sel iodé sur les marchés du Don, la population d'Oubari se sert de celui-ci, non traité pour sa cuisine. La forêt des Sombouis, une forêt qui a toujours hébergé plusieurs espèces végétales et animales, constitue un très bon cadre à Oubari pour le tourisme et le développement des espèces. La population d'Oubari a toujours appelé cet endroit le port Désiré Kabila. L'on pouvait penser que pendant la Deuxième République, le feu président Laurent Désiré Kabila se serait servi de cet endroit comme un lien d'accostage et de transit vers la forêt d'Iwabora en secteur de Loulégué. La population d'Oubari, comme partout dans le territoire de Fizi, a développé plusieurs techniques de pêche. Les poissons étant à gogo dans le lac Tanganyika. Ce type de poissons qui sont pêchés pendant la nuit avec des lampes tempêtes ou des projecteurs. Dans d'autres coins du territoire, la pêche s'effectue toutes les journées et pendant toutes les nuits. Nous voilà au bord du lac Tanganyika à 18h30 heure locale, à l'entrée du village de Kibino dans le groupement d'Oubari. On observe ici une quantité d'indakala extrêmement suffisante par rapport à la demande des habitants de ces villages. Durant toute la nuit, les hommes, les femmes, les enfants et même les militaires, tous font des va-et-vient avec des lampes, des bassins sur leur tête pour remettre sur les sables toute la quantité de poissons qui a été pêchée pendant la journée. Malgré cela, les espaces de séchage sont toujours insuffisants et inappropriés. Très tôt matin à Kibino, avant que les pêcheurs n'accostent, et même avant que les coqs ne chantent, chacun se prépare pour observer. Qu'adviendra-t-il ce matin lorsque les pêcheurs apporteront une haute quantité suffisante d'indakala sur la plage? Cette problématique reste jusque-là une préoccupation sur laquelle il faudra trouver solution à Oubari et dans tous les territoires de Fizi. Depuis fort longtemps, la province du Sud-Kivu, tout comme le territoire de Fizi, connaît des problèmes de cohabitation entre les populations autochtones.
L'une des ethnies les plus controversées de cette partie de la République est celle des Banyamulenge. Nous sommes en route vers Bibokoboko, dans la direction des Binébou. Les plus grands et beaux paysages sont ptioués des steppes. Des montagnes et des forêts s'observent ici, donnent à ces moyens et hauts plateaux un très beau cadre qui sublime la quête des découvertes. Partout où les peuples Munyamulenge s'installent dans le territoire de Fizi, et même en dehors de celui-ci, ils n'ont jamais oublié ou abandonné ses coutumes, et surtout celles de l'élevage. C'est un domaine inné depuis nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres. Depuis l'état passé, l'élevage a été incarné comme notre culture caractéristique. Mon père est né et il a rencontré son père et éleveur depuis nos ancêtres. Et donc, il faut conclure seulement que tous ces Tutsis sont des éleveurs. Les grands troupeaux de pâturage de ces peuples dans les territoires de Fizi s'observent ici, dans le secteur de Tanganyika, dans le secteur de Lulenge et dans le secteur de Mutambala. Les bétails peuvent sortir de la bergerie très tôt matin, à la recherche de la survie et rentrer le soir. Signalons que chaque matin, avant que les bétails ne partent au pâturage, les bergers s'occupent d'extraire du lait. L'Uber, s'il vous plaît. Pourquoi avant tout vous laissez d'abord le petit allaiter? Oui, il faut que le petit allaite pour que nous extrayons du lait. Si j'extrais à l'absence du petit, je ne peux rien avoir. Je profite comme elle allaite ce petit. C'est pourquoi je laissais d'abord ce petit allaiter. Les Banyamulenge sont des peuples pasteurs. Leur vie est indissociable de l'élevage du gros bétail qui généralement demande beaucoup d'espace pour son épanouissement. Quelle quantité pouvez-vous extraire par jour? Tout dépend des saisons. Si nous sommes dans la saison sèche, il y a insuffisance d'herbe et les vaches ne sont pas extraites. Mais si elles sont rassasiées, nous pouvons les extraire. Nous pouvons extraire par jour 3 litres et même 5 litres dans la saison pluvieuse. Pour tous les autres groupes tribaux en territoire de Fizi, les mariages intertribaux sont très courants, excepté les Banyamulenge. Nous ne voulions pas faire marier nos enfants à d'autres tribus, car dans notre coutume, nous étions des gens qui préféraient consommer seulement du lait et manger la viande de vache. Mais la viande d'autres animaux, non. Et notre mode de vie est contraire à celui d'autres tribus. Et avec ça, nous envisageons seulement faire marier nos enfants entre nous. En plus de cela, c'est à cause des vaches. Parce que dans notre culture, la dot se lève à 10, 7 ou 8 vaches. Alors celui qui n'en a pas, nous ne pouvons pas le faire avec des chèvres. Notre coutume ne le permet pas. Nous ne pouvons pas le faire avec de l'argent non plus. C'est ça notre coutume. Mais cette culture commence à changer car les gens commencent à voyager dans d'autres pays. Ils se développent en vivant maintenant dans d'autres pays. Mais quand nous sommes ici, la fille est une richesse. Quand tu as un enfant fille, c'est-à-dire tu as des vaches. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus marier. Elles se choisissent elles-mêmes de marier. Auparavant, c'est nous-mêmes qui choisissions à leur place. Même chez un handicapé, la fille devrait partir se marier. Il suffisait que son époux ait des vaches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Elle est partie ou élevée par mariage précoce.
Les potentialités agricoles de tout genre, observées dans le territoire des Fizi, font preuve d'une fertilité impressionnante à laquelle les agriculteurs, éleveurs et consommateurs font face. Pour ne pas cacher la réalité, les produits agricoles à vocation industrielle comme le coton qui n'existent plus pour le moment, les cafés Arabica et Robusta sont cultivés dans quelques coins du secteur de Tanganyika et dans tous les Lulengui. Partout, dans les territoires des Fizi, les palmiers à huile constituent une culture caractéristique de ces territoires, si bien que, dans certains endroits, ces plantes ne sont plus cultivées par la population, mais plutôt poussent d'elles-mêmes comme des champignons. En observant cette plaine d'environ 8 km², celle-ci constitue présentement dans le secteur de Tanganyika l'un des plus beaux cadres à Fizi pour se familiariser avec la culture des palmiers à huile. De la plantation à l'extraction d'huile de palme, plusieurs techniques artisanales et semi-industrielles permettent de voir et de comprendre les différents processus conduisant à la production de cette huile. Pour les procédés artisanaux, les bikachi, bien mûris, sont cueillis, transportés jusqu'au lieu de stockage où ils seront décomposés. Ils sont cuits soit dans un fût, soit dans la grande casserole appelée elenda. Après cuisson, les bikatis sont mis dans ces moulins mécaniques, utilisant la force musculaire pour séparer les noix de palme et les écorces en y extrayant la première qualité d'huile appelée localement kapitambeli. Les déchets de palme, appelés biafi, sont ensuite lavés par l'eau pour y soutirer la deuxième qualité d'huile restante. Cette procédure artisanale d'extraction d'huile de palme peut aller jusqu'à consommer toute la journée. Pour les procédés semi-industriels, après cueillette et cuisson des bikachi, ces derniers sont mis dans ces mortiers électromécaniques. La première qualité d'huile sointe déjà à travers un tamis placé au mur du mortier. De l'autre côté de la rivière, une motopompe est placée pour aspirer l'eau de la rivière, nécessaire dans les lessivages de déchets ou biafi. Cette technique semi-industrielle utilisée ici, dans la palmeraie de Kenya, permet de gagner non seulement le temps, mais aussi une quantité suffisante d'huile concentrée dans les palmes. Le premier procédé d'extraire de l'huile se vérifie son champ. Sur le palmier à huile sont déjà mûris. Puis on les coupe, puis on les déclasse avec les saletés. On les amène ici à la machine où ils sont cuits.
Là, nous avons des filles pour les préparer. Les propriétaires amènent ses propres charbons. Nous, les travailleurs de ces moulins, nous nous occupons de préparer et amener le palme de jacouille jusqu'au mortier de la machine. C'est une machine à diesel, c'est-à-dire elle utilise des mazout. Nous attachons cette machine avec une courroie qui fait tourner les poulies et à leur tour, les poulies tournent pour permettre d'extraire de l'huile dans le palme. Cette machine ne travaille pas seule. De l'autre côté de la rivière, il y a cette motopompes. Si nous avons déjà extrait la première quantité d'huile appelée capita, nous nettoyons les déchets par l'eau au moyen de la motopompe. Après avoir aspiré l'eau, elle va justement dans des chambres où elle est canalisée. Après des heures, l'huile monte maintenant au-dessus de l'eau. Puis on apprend le respire pour récupérer cette huile et on les met dans les fils pour la cuisson afin d'obtenir une autre huile propre. Dans les fils, on rencontre encore les déchets. L'eau et l'huile sont séparés les uns au-dessus des autres. Dans tous les deux cas, l'huile de palme est produite et soit utilisée pour l'autoconsommation, soit pour la vente sur les marchés locaux. Au regard de la fertilité du sol, privilégiant la culture des palmiers à huile sur le territoire de Fizi. Pourquoi donc Fizi ne parvient pas à produire suffisamment d'huile de palme pouvant servir toute la province et même toute la République? Cette question reste jusque-là une préoccupation pour tous. Le sol du territoire de Fizi est aussi favorable à certains produits vivriers comme les riz, les haricots, les arachides, les bananeries, les maniocs et les maïs qui n'ont pas de saison dans le territoire de Fizi. Ils se cultivent partout. Partons pour un voyage à la recherche des sites agricoles présents dans les territoires de Fizi. Cette route reliant le village de Katanga à celui de Kitete dans le secteur de Mutambala. On observe ici une terre incroyablement fertile de part et d'autre du lit de la rivière Mutambala. La plaine de Kitete, située à 12 km du village de Katanga, au sud-est de la ville de Baraka, peut contenir environ 2000 hectares d'espace cultivable. Tous les 2000 hectares ne sont pas cultivés. C'est un petit espace seulement que cultivé. Une grande étendue est inexploitée. Et cet espace bénéficie de l'eau de la rivière Mutambala et d'autres petites rivières. À certaines périodes, cette plaine est inondée et le niveau d'eau augmente. Le lit de la rivière est débordé de fois l'eau arrive ici. Et certaines maisons au bord du lac Tanganyika se démolissent. Et toute cette partie inondée, on y cultive du riz. Partons de la configuration physico-chimique du sol. Sa fertilité permet que chaque année, la plaine de Kitete produise énormément de maïs. Des tomates, des cannes à sucre, des patates douces et plusieurs autres cultures vivrières, comme précise cet ingénieur. Le riz occupe la grande partie de la plaine lorsqu'il pleut abondamment.
et si un débordement de rivière. Dans la période où il y a plus d'eau, nous semons des haricots, surtout là où il y a de l'humidité. On y met souvent. Les haricots peuvent être récoltés dans 2 ou 2 mois et demi, comme par exemple cette variété. Nous produisons aussi des choux. Et ce sont des Burundais qui s'intéressent plus sur cette culture. Ici, la variété Coppermag Market. Les choux qui pèsent 2,5 kg. Mais ils ont des difficultés de la production. Ils préfèrent produire d'autres variétés de gros choux. Vraiment, ils préfèrent une culture à grande échelle. Pour les piments, pendant la période pluvieuse, on arrive à récolter un bassin par semaine. Ces piments grandissent en grande quantité jusqu'à ce que le branche tombe. Mais le nid n'est pas fixe. Manake hii unavuna karibu nusu ya basi. Kienda tena pale unavuna atuka. Mais haikukuwa na bei. On fixait 4 piments à 50 francs. Nous vendons aux gens de Baraka. C'est un essai, il y a deux variétés, celui-ci et celui-là. Les kolkhas sont souvent cultivés par ceux qui plantent le manioc. Ils les mettent aux extrémités du champ. Quand ils récoltent le manioc, ils récoltent aussi les kolkhas pour la ration alimentaire et d'autres en vendent. Malheureusement, les kolkhas ne sont pas cultivés à grande échelle. C'est juste une culture pour l'autosubsistance. Les autres cultivent les patates douces. Certaines arrivent à obtenir 2 ou 3 carrés qui sont vendus et parfois consommés. Les tomates aussi sont abondamment cultivées, soit 1 à 2 carrés. Toutes ces tomates sont vendues et achetées par les gens qui viennent de Baraka. Et une autre quantité est vendue au marché de Katanga. Comment la population cultivatrice de ces produits vivrières vit-elle? L'écoulement de leurs produits pose-t-il problème dans la plaine de Kitete?